Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie, en compagnie de Pierre Bergerot. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. À tous. Alors aujourd'hui, chers amis, c'est un vent de colère qui va souffler dans le studio. Car les éoliennes, ça suffit. Et pour parler de ce dossier, Jean-Louis Buttret, qui est président de la Fédération Environnement Durable et qui connaît son affaire. Car les nombreux documents que vous publiez, les nombreux textes, les interventions même judiciaires, permettent de donner un espoir à ceux qui se plaignent, il faut bien le dire, qui se désolent même, de la dévastation de nos paysages, sans compter, bien entendu, que le modèle économique des éoliennes mérite largement contestation. Mais tout d'abord, Jean-Louis Buttret, qui êtes-vous? Et que représente la Fédération Environnement Durable que vous présidez? Écoutez, la Fédération Environnement Durable, c'est un groupement d'associations, donc une fédération, et aujourd'hui, qui compte plus de 1500 associations dans toutes les régions de France, qui en plus voit son nombre croître relativement vite, parce que comme il y a de plus en plus d'éoliennes et que les gens découvrent que c'est pas du tout ce qu'on leur a dit, ben ils essaient de se défendre, et donc c'est le but de la Fédération Environnement Durable, c'est de les défendre. Alors c'est pas uniquement cette lutte, puisque la Fédération Environnement Durable est structurée au niveau national. Donc nous menons deux combats, un combat local, régional, de façon à défendre ces associations, mais un combat national, voire international, pour essayer d'arrêter ce programme. Donc c'est un petit peu le rôle de la Fédération Environnement Durable. Et ce que je peux vous dire, c'est que le conseil d'administration est composé de 15 membres, et nous couvrons pratiquement toutes les compétences, et on est reconnu nationalement, même internationalement, comme lorsqu'on publie des dossiers, des choses comme ça, des choses excessivement sérieuses, documentées. Donc c'est une affaire vraiment d'État. Oui, parce que je vois que, associé au site de la Fédération Environnement Durable, vous avez The European Platform Against Wind Farms. Mais parce que si vous avez les éoliennes, il n'y a pas qu'en France. Donc tous les pays, et beaucoup de pays européens, sont en effet sous le même, disons, vague, ou ont été sous la même vague d'éoliennes, et ces pays essaient de se défendre. Donc, pour essayer de faire une structure informelle de communication, on a créé, il y a 5-6 ans, une plateforme Internet, qui s'appelle European Platform Against Wind Farms, et cette plateforme, donc, regroupe actuellement 1800 fédérations, associations de 28 pays européens. On est même en liaison avec des associations américaines, canadiennes, même australiennes. Et on essaie, si vous aimez mieux, de communiquer les documents majeurs et de s'informer. On lutte en gros contre la même industrie mondiale. Donc ça veut dire que les mêmes promoteurs, les mêmes industriels opèrent dans ces différents pays. Donc on apprend beaucoup. Et je peux vous dire que c'est très intéressant parce que c'est une espèce de solidarité gratuite. À l'inverse de ce monde industriel qui marche avec l'argent, c'est des citoyens du monde entier qui se trouvent confrontés à un problème et on ne veut pas les écouter en général. Et ils essaient de se défendre avec les moyens qu'ils ont. Bien sûr Internet, bien sûr une plateforme. Donc c'est assez redoutable. Combien compte-t-on, Jean-Louis Buttret, d'éoliennes sur le territoire national? Depuis quand se sont-elles multipliées? Alors, ça a commencé, le lancement, si vous avez mieux, en 2001, lorsque l'illustre ministre Cochet a lancé un système de façon à financer ces éoliennes. Et je vous expliquerai comment il a fait. Et donc ça a commencé relativement modestement, c'est monté en puissance jusqu'au Grenelle. Et là, il y a eu un coup d'accélérateur au Grenelle. Et ça a vraiment pris de l'ampleur ces, disons, 3 ou 4 dernières années. Et on a, à quelques unités près, plus de 6500 éoliennes qui tournent sur le territoire national. Et aux dernières informations, il y a plus de 1400 communes
parc éolien, si vous voulez, pas forcément commune, parc éolien sur le territoire. Et le grave, si vous voulez, c'est qu'actuellement, le but de cette industrie, c'est de faire croître ce parc le plus vite possible. Et ils ont comme objectif déjà d'en mettre 45% de plus à l'horizon de 3 ans, et un objectif de doublement qui a été acté par ce fameux plan programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, le fameux PPE, qui finalement acte le doublement ou le triplement, voire de ces éoliennes. Donc ça veut dire ce qu'on voit actuellement, ce n'est que le début, et on va être complètement envahi. Et y a-t-il concertation avec les populations? Est-ce qu'il y a référendum? Est-ce qu'il y a consultation même du Parlement? Quel est le rôle du Parlement dans ce domaine? Alors, non, c'est-à-dire que pour les industriels, quand on leur donne un gâteau, ils essaient, et c'est normal, de le prendre. Bien. Un détail près, c'est que là, ce gâteau, pour se le partager, ils sont rentrés dans l'État, c'est-à-dire que l'État ne joue plus son rôle de contrôle. D'arbitre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme tous les lobbies, ils sont intervenus dans les rouages de l'État, et aujourd'hui, les lois sont faites par eux, pour eux, et tout ce qui pourrait les gêner est éliminé. Donc, mais ça va très loin. Pour résumer, une éolienne, c'est antidémocratique. Ah ben c'est complètement antidémocratique. C'est-à-dire que, je vous cite un exemple. Un jour, ça se passe de la façon suivante. Vous êtes dans un village, vous êtes en général dans un hameau, et vous apprenez qu'une éolienne va se construire à 700 mètres de chez vous. Vous êtes le dernier informé, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut pour essayer de lutter, parce que ça va me poser des problèmes énormes, ma maison ne va plus rien valoir, je risque d'avoir des nuisances de santé. Et à ce moment-là, la seule façon, c'est de se regrouper en France, de créer une association. On les installe où, Jean-Louis Buttré, ces éoliennes? Sur le domaine public ou chez des particuliers en général? Non, c'est des particuliers. C'est-à-dire que la méthode est la suivante. Il faut un terrain. Donc ça veut dire qu'il faut qu'un propriétaire de terrain, et c'est un agriculteur en général, pas toujours, mais un agriculteur, vous loue ce terrain. Donc la première démarche est la suivante, c'est-à-dire des hordes actuellement de prospecteurs, puis il y a des centaines de sociétés qui prospectent, vont voir tous les terrains où on est susceptible de pouvoir mettre des éoliennes. Où il y a un vent suffisant. Et ils arrivent, et discrètement, à persuader les gens que finalement, s'ils louent ce bout de terrain pour mettre une éolienne, ils vont toucher, mettons, 10 000 € par an. Or, compte tenu de l'état de la France, aujourd'hui, personne ne peut résister dans la campagne, dans le monde rural. Donc ça veut dire surtout les agriculteurs. Ils font signer des baux à 20 ans, ce qu'on appelle des baux amphithéotiques. C'est la durée de vie d'une éolienne en moyenne, 20 ans? Non, c'est un peu moins, mais si vous voulez, c'est des baux renouvelables. Oui, ils contrôlent le terrain. Et en même temps, ils vont voir bien sûr la municipalité et ils leur disent la chose suivante: écoutez, vous avez une chance extraordinaire, votre commune est apte à mettre des projets éoliens, et si ça se fait, la municipalité va toucher une fameuse taxe, et cette taxe va permettre à la municipalité d'avoir 30 000, 50 000, 100 000 € par an. Tous les maires actuellement de France, surtout les maires de ces communes rurales, sont tentés. Et l'astuce, c'est pas de leur dire c'est définitif, ce n'est qu'un projet. Et à partir du moment où le conseil municipal vote le projet, la machine infernale est partie. C'est-à-dire que... Oui, juridiquement, le bail, c'est très difficile tout est fait, c'est-à-dire que la société va faire ce qu'on appelle une étude, mais cette étude, bien sûr, c'est pour présenter une autorisation d'exploiter, autrefois c'était un permis de construire, et si vous voulez, la municipalité est emmenée dans un engrenage et peut même plus en sortir. C'est-à-dire que si elle dit non, écoutez, il y a des gens qui... Non, vous voyez, maintenant on a dépensé de l'argent, donc plus personne ne peut l'arrêter. Donc il demande ce permis de construire, et c'est le préfet qui va le signer. Et le préfet, lui, reçoit des instructions de l'État. Un préfet, c'est là pour obéir, et c'est normal. Donc à partir du moment où le gouvernement lui dit qu'il faut mettre des éoliennes, les permis, les demandes arrivent, et le préfet signe. Et les gens qui sont en réalité, qui devraient être informés, je vous dis, c'est les propriétaires qui ont des maisons qui vont être touchées, sont les derniers informés.
Est-ce que vous allez au contact de ces particuliers qui reçoivent ces éoliennes chez eux? Comment vous les incitez à justement à ne pas recevoir? Parce que c'est une manne économique, évidemment. Bien sûr. Alors, ce qu'on fait, si vous voulez, les propriétaires de terrain, on les informe de toutes les nuisances qu'ils vont avoir après et des risques juridiques qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'on informe, alors nationalement et quand on peut localement, les gens en disant attention, si vous signez ce bail, il y a des gens qui nous appellent en disant est-ce qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour signer un bail, etc. Je leur dis attention, voilà ce qu'ils ne vous ont pas dit. Et on a, si vous avez des documents avec toutes les raisons de ne pas signer parce qu'on ne leur a pas dit tout ça. Et notamment les problèmes de démantèlement de l'éolienne obsolète. Enfin... Ça en fait partie, c'est-à-dire que c'est pas un petit moulin qu'on met sur une... Oui, expliquez-nous comment on l'a construit. Qu'est-ce que c'est qu'une éolienne? Ça commence, on creuse un trou pour mettre du béton et on met 1500, 2000, voire 2500 tonnes de béton armé. C'est une belle galette, hein, creusée. Ça, c'est pour que l'éolienne ne s'envole pas. Hein. Ensuite, on met un mât, et ce mât, aujourd'hui, dépasse nettement 100 mètres, puisqu'il y a des éoliennes... Un tiers à peu près de la Tour Eiffel. Oui, mais il y en a qui font 235 mètres maintenant. Plus. Actuellement, le mât, la nacelle et le haut de la pale, en bout de pale, on est né à 235 mètres. C'est ça, oui. Donc c'est les 2 tiers de la Tour Eiffel. D'accord. Monstrueux. C'est monstrueux, les nouvelles éoliennes. Et ces éoliennes, donc, c'est cette galette de béton armé, un cylindre avec des ascenseurs dedans, il y a un escalier, vraiment, de la tour, disons, le mât de l'éolienne, une nacelle qui va faire l'électricité, donc il y a des alternateurs, des choses comme ça, qui, elle, pèse plus de 70 tonnes, qui peut tourner... en fonction du vent, et des pales, donc un moteur, enfin un rotor, et des pales qui aujourd'hui dépassent nettement 50 mètres. Et des centaines de litres. Alors plus, alors, il y a de l'huile, les matériaux qui sont là-dedans ne sont pas forcément des matériaux dits écologiques. On est en pleine industrie électrique. Hein. Donc on n'est pas du tout dans un modèle écologique, en fait. Mais c'est pas un arbre, c'est une usine électrique plantée en plein chaud. Une éolienne, c'est ça. Alors on met 10 éoliennes, c'est 10 usines électriques les unes à côté des autres. Tout ça, il faut les raccorder. Les promoteurs de ces éoliennes assurent remettre en état grâce à un fonds, un fonds financier. Non. Alors, en 2011, le gouvernement a publié un arrêté qui fixait les modalités de démantèlement des éoliennes. À partir du moment où on bétonne la France, on met des matériaux, je vous parlerai des pales, etc. Oui. Il faut bien un jour les enlever, puis surtout, une fois qu'on les a enlevés, il faut être sûr qu'on les recycle, qu'on les fasse disparaître. Ben, le béton, on va le laisser. Alors, on est en pleine écologie. Donc, l'arrêté de 2011, le béton, on n'y touche pas. C'est-à-dire que, on nettoie un peu sur 1 mètre, c'est à peu près ça, on met de la terre en dessus, on ne s'occupe pas du béton. C'est-à-dire qu'on était en train... De toute façon, c'est comme un blocos, on ne peut pas déterrer un blocos, enfin casser un blocos. On peut tout. Mais ça coûterait beaucoup plus cher. Non, attendez, à l'explosif, on peut tout faire. Oui, mais ça incombe à qui, le démantèlement? Mais si vous aimez mieux... Le problème est là, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça y est, qui est le propriétaire? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est la société qui a mis ça? Prestataire de service, oui. Alors celle-là, je peux vous dire, c'est pas elle, parce que toutes les sociétés, ou la plupart, créent des structures, comme ça se passe toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire sans capital. Ah oui, c'est ça. À 1 euro de capital, 2 euros, et ils exploitent et vendent l'électricité, puis le jour où, en bout de course, elle disparaît, comme ça arrive très souvent. Donc on ne peut pas se retourner contre les entreprises. Difficile. Les grands groupes, je pense qu'il y aura des moyens de recours, mais les petites sociétés qui se sont créées par centaines, elles disparaîtront, c'est évident. On a un bloc de béton qui agit sur la circulation des eaux. Cet arrêté de 2011, donc en gros, c'était le béton, on s'en occupe pas, le reste, 50 000 € de provisionner, après ça a été un petit peu plus durci, de provisionner pour s'occuper du reste. Or nous, quand on regarde, il y a 2 choses. Non seulement, quand on parle d'écologie, il faut tout enlever. Donc on ne s'occupe pas du béton. Combien ça coûterait pour enlever le béton, etc.
Ensuite, l'éolienne, on la démonte, d'accord, mais le mât, c'est recyclable. Ça, je suis d'accord avec les promoteurs, c'est de l'acier. Bon, d'accord, pas bien. Et les pales en fibre de verre. Alors, la nacelle, c'est plus difficile. La nacelle, 70 tonnes de matériel électrique. Là-dedans, il y a des matériaux sympathiques, d'autres moins sympathiques. Il faut quand même, il y a toute la filière de recyclage. Qu'est-ce qu'il y a comme métaux, comme matériaux qu'on ne recycle pas? Il y a dans certains électroaimants des aimants ultra modernes qui sont avec des terres rares. Par exemple, 600 kilos de néodyme. Là aussi, tout est recyclable. Mais à quel prix? Mais s'il n'y a pas l'argent à le côté pour le faire, ben, ça pourrit sur place. Puis alors, il y a le cas des pales. Alors là, le cas des pales, c'est gratiné. Hein. C'est simple. Les pales, je ne sais pas si vous voyez tourner une éolienne, même les pales se plient quand il y a beaucoup de vent. Ouais. Ce sont des matériaux spéciaux, des plastiques spéciaux, que je connais assez bien du reste. Et ces plastiques spéciaux, ben, on prend les meilleurs matériaux actuels. Ça veut dire les meilleurs plastiques. On dit c'est le plastique des bateaux. D'accord, ok. Ensuite, on met des fibres, des matériaux composites. Et alors tout ça, c'est pas recyclable. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on regarde, moi ce qui m'avait effaré, c'est les quantités. C'est-à-dire, oh ben oui, c'est retraitable. D'accord. Mais d'abord la quantité. Quand Macron, pardon, le président de la République, dit on va doubler le nombre d'éoliennes ou tripler sur la France, mettons 10 000 nouvelles. C'est plus facile pour les calculs. 10 000 nouvelles, pales de, on va prendre 50 mètres, c'est plus facile. 10 000 que multiplie par 3, que multiplie 50 mètres. Et si on mettait ces pales les unes derrière les autres, c'est Paris-Moscou. Il faut voir les bêtes. Oui. Donc, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Juste pour finir, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, il n'y a pas beaucoup de solutions, il y en a 3. La première, c'est américaine. Alors celle-là, elle est simple. On brûle? Non, on creuse un grand trou. On les met, c'est ça, oui. Alors on a des photos dans le Nevada, alors là on voit des champs là c'est de l'écologie pure et dure, on verra après. Bon. Il y a la méthode allemande, parce qu'eux, ils en sont au moment où ils sont en train de les traiter, où les journaux ont dénoncé, ça commence à bien faire d'envoyer les pales usées dans les décharges africaines. Ah oui, c'est ça, en Afrique. Donc ça veut dire que l'industrie allemande, qui n'est pas bête quand même, c'est qu'elle n'avait quand même pas de problème, pas un certain nombre de problèmes. Alors il y a la troisième méthode, et ça c'est la méthode plus filou. Elle est intelligente. C'est-à-dire de faire de l'électricité pour les pays du tiers-monde. Ça consiste à... Une fois que votre éolienne arrive en fin de vie, 15 ans... On la vend à un pays du tiers-monde. Vous la révisez. Voilà. Vous faites une belle révision, vous la révisez, et puis alors vous la vendez ou vous la donnez à des pays du tiers-monde, comme ça, débrouille-toi, c'est génial. Dérisoire, puisqu'elles sont vieilles. Non, pas forcément, mais pas forcément. Je veux dire, c'est comme une voiture très usée, vous vous en débarrassez, et eux ont des problèmes de déchets. Donc ça, c'est pas très moral, et c'est lié un peu au repowering, comme ils disent actuellement, et là, je pense que là aussi, il risque d'y avoir quelques scandales. Alors, Jean-Luc Vuitret, je veux interrompre, car nous allons faire une pause. Nous avons bien compris que le modèle écologique est tout sauf écologique. Nous allons aussi parler, en deuxième partie, du modèle économique et de rapprocher, évidemment, ces éoliennes du bilan énergétique global de la France et quelle est leur contribution au mix énergétique en France. Ce sera l'objet partiel de notre seconde partie. Alors, Jean-Louis Vuitret, Pierre Bergerot, nous étions sur une monstruosité, finalement, que ce modèle écologique des éoliennes. Mais sur le plan économique, à la limite, tous ces sacrifices pourraient se justifier s'il y avait un rendement économique intéressant. Or, tout le monde sait que le vent est une activité intermittente et à ses humeurs, et il lui arrive de ne pas souffler. Du coup, je raisonne là du point de vue de l'entreprise, l'amortissement de l'infrastructure doit se faire sur une période relativement courte de production. Et donc nous sommes dans un modèle économique qui est un anti-modèle en réalité. Quelle est la contribution de l'éolienne
de l'éolien au bilan énergétique global? Aujourd'hui, au point de vue électrique, l'éolien produit 6% de l'électricité française. Depuis 2000, oui, on en a parlé, on parle que de ça. 6%. On a réussi à atteindre 6%. C'est moins que l'hydroélectricité. Ah oui, bien sûr. L'hydraulique, c'est 17% à plein. Ah oui. Donc on est encore très loin. Donc je ne sais pas si vous voyez le travail. Mais alors, c'est un système basé sur la subvention. C'est quelque chose d'incroyable. D'abord, cette électricité, comme vous l'avez dit, c'est le vent. Oui. Alors, l'électricité ne se stocke pas à l'échelle nationale. On peut toujours faire mettre quelques petites batteries dans un coin, c'est pas le problème. Et donc, à l'échelle nationale, donc, ça va sur le réseau. Alors, comme elle est intermittente, il y a un vrai problème. C'est que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est rédhibitoire. Vous pouvez mettre 10 000, 100 000, 300 000, 4 millions d'éoliennes, vous n'aurez pas d'électricité. Mais en général, on les installe quand même dans des endroits où ça souffle. Non. Quand il n'y a pas de vent sur l'Europe, il y a un anticyclone, il n'y en a pas en France, il n'y en a même pas dans les autres pays. Alors quand on dit on va seul, non, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que derrière les éoliennes, il faut des centrales qui marchent, qu'on puisse mettre en route. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les centrales à gaz, les centrales à charbon, et éventuellement les centrales nucléaires qui n'aiment pas, parce que les régler comme ça, c'est pas très bon. Hein. Donc, voilà. Mais ça veut dire que, quoi qu'on fasse, on n'éliminera pas le reste. C'est un mensonge de le dire. La preuve, c'est que les Allemands, actuellement, ouvrent des centrales à lignite dans le nord de l'Allemagne, et c'est bien pour compenser leur intermittence de l'éolien quand il n'y en a pas. Il y a un problème. Il est terriblement polluant. Écoutez, si on fait le bilan CO2, l'éolienne est basée sur... Ça va économiser du CO2. C'est un mensonge d'État. Et je peux vous dire que c'est un mensonge d'État parce que j'ai été reçu par les experts du président de la République il y a quelques semaines. Et j'ai une lettre en main qui dit tout le programme éolien est basé sur... On a augmenté l'année dernière de 20% la production éolienne, bravo, sauf qu'ils sont passés de 5 à 6%. Alors c'est en effet 20%. Vraiment, il faut se payer la tête des gens, enfin, il nous prend pour des brels, comme dit l'autre. Et la deuxième, c'est à économiser 6% de CO2. Et ça, c'est un mensonge. Ça veut dire que tout le programme actuel est basé sur un mensonge écologique d'économie de CO2. Et ça vient d'une publication du réseau de transport de l'électricité qui a dit on a fermé des centrales à charbon, l'hydraulique a marché beaucoup, et l'éolien a contribué, et ces trois données ont fait baisser de 6%. Et le ministère de l'Environnement a relayé en oubliant le charbon et l'hydraulique. C'est l'éolien qui a sauvé 6%. Et tout le programme actuel de poursuite de l'éolien est basé sur un faux écrit. Vous dites qu'une éolienne doit forcément être reliée à une centrale nucléaire, ce qui fait que pendant que l'éolienne tourne, on continue à faire tourner la... Je n'ai pas dit une centrale nucléaire. Oui, à charbon ou à gaz aussi. Des moyens de production non intermittents. Alors il y en a toute une liste. Mais pendant que l'éolienne tourne, est-ce que la centrale doit tourner aussi? C'est parfait un barrage, c'est quoi? Vous stockez de l'énergie, le jour où vous voulez faire de l'électricité quand vous en avez besoin, vous aurez... Il faut voir que les gens croient que l'électricité, ça vient comme ça. Non, il y a un équilibre. À un moment donné, à 7 h du soir, en plein hiver, vous avez besoin de 100 000... et vous êtes, si vous êtes mis à la limite, il faut faire marcher des moyens. S'il n'y a pas de vent, vous n'avez pas d'électricité. Ouais. Non, les gens voient l'électricité comme un stock, alors que c'est un flux. C'est un flux. Et on a eu un délestage très important il y a en 79. Attendez, la prévision pour cet hiver est pessimiste. Le ministère, RTE, Réseau de Transport, a alerté en disant attention cet hiver, compte tenu du coronavirus, les centrales nucléaires actuellement sont très bas, on enferme et tout. Donc notre sécurité, elle est en dessous de zéro. Donc on ferme le central à charbon si on a un hiver froid. Et s'il n'y a pas de vent, ce qui peut arriver, on n'aura pas d'électricité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Délestage, on arrête des industries. Bravo, en ce moment, il faut vraiment avoir des programmes comme ça, il faut être intelligent pour dire des choses comme ça. On baisse la tension, alors ça, c'est pas très bon non plus. Tous ceux qui font de l'informatique, tout est basé là-dessus. Et puis alors on coupe. On est en pleine période des restrictions de la guerre. Gestion de pénurie.
Autrefois, la France exportait son électricité, 15%. Aujourd'hui, on parle d'importer. On en exporte quand même en Allemagne, toujours. Oui, mais aujourd'hui, à l'état actuel, qu'on est en train de mettre notre système électrique, on est en train d'aller vers des importations d'électricité. On est en pleine folie furieuse. Les tenants de cet éolien font valoir qu'en 20 ans, le prix de l'électricité éolienne a fondu. Il serait même passé en dessous du prix du nucléaire. On est pour 1 kWh à 6,3 centimes pour l'éolien et à 7 centimes, entre 7 et 11 centimes pour le kilowattheure pour une centrale de génération type EPR. Je ne veux pas polémiquer sur ces chiffres, mais quand vous êtes une industrie qui profite de subventions, vous êtes prêt à prouver n'importe quoi. Et vous pouvez balancer des chiffres que vous voulez. De toute façon, vous allez prouver que ça... Ce que je vous dis, c'est que quand il n'y a pas de vent, il n'y aura pas d'électricité. Donc le problème, il est entier. Puis en plus, c'est un système immoral, puisque... Qu'est-ce que c'est que le système électrique éolien ? C'est Yves Cochet, extraordinaire Yves Cochet. Il a pondu des livres en 2000 en disant, par exemple, que le pétrole aujourd'hui dépassait les $200 le baril. Il est à $50. Il est effondré. Qu'il n'y en aurait plus. Apparemment, il y en a partout. Donc, quand il écrit actuellement qu'il y a la collapsologie et qu'on va tous mourir dans 20 ou 30 ans, on peut être tranquille. Il est extraordinaire. C'est un ministre. Tout ce qu'il écrit, c'est faux. Toutes ses prévisions sont fausses. Donc, là, donc, qu'est-ce qu'il a pondu ? Un système où les sociétés qui font de l'électricité éolienne vendent leur électricité à EDF en priorité, de façon obligatoire, à un prix garanti sur 15 ans. Alors, je ne connais pas une industrie dans le monde qui a des conditions du même type. Un seul client, sur 15 ans, un contrat. Tout le monde se jette là-dessus. C'est hallucinant. C'est une rente, en réalité. C'est une économie de rente. Et ce prix garanti, il faut bien le compenser quelque part. Vous allez prendre de l'argent sur le dos des consommateurs français. Alors, pendant des années, c'était uniquement ce qu'on appelait la contribution au service public de l'électricité, dite CSPE, 25% de votre facture, quand même en dessous. Mais aujourd'hui, dans une facture d'électricité d'un particulier, nous sommes à moins de 50% pour le coût du produit. Tout le reste, ce sont des taxes. Des taxes, mais alors comme ça commençait à faire lourd, il y a eu un truc génial, c'est-à-dire plutôt que de mettre une taxe uniquement sur l'électricité, on va le mettre sur toutes les énergies. Le fioul, bien sûr. Alors ça fait très mal. Les gilets jaunes, ils ont vu la taxe, répartir des taxes. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien répartir ce décalage. Mais c'est un décalage terrible. La période qu'on a vécue ou qu'on vit actuellement du Covid a fait que la consommation d'électricité européenne a baissé. Il y a un marché d'électricité, ce qu'on appelle le marché spot. Il s'est effondré. Mais EDF, ayant ses contrats tellement intelligents, est obligé de l'acheter l'électricité à neuf, qu'elle ne peut pas vendre, invendable, qu'elle est obligée de délester sur le marché à 2, voire à des prix négatifs. Et on a calculé, c'est des experts du gouvernement, que en 2 mois, la France a perdu près de 2 milliards. C'est une affaire, mais une escroquerie nationale. C'est pas moi qui le dis, j'ai été auditionné par les commissions parlementaires sur les énergies et l'éolien. Qu'est-ce qui se passe? La commission parlementaire était constituée d'un député, Julien Aubert, qui est quand même énarque, prof à Sciences Po. Il était responsable de Bercy quand il était à la Cour des comptes. Donc quand il parle économie, je m'excuse. Et il dit, du reste, actuellement, le programme éolien, PPE, etc., on est parti pour une ardoise de 90 milliards d'euros. C'est ce qu'a dit la Cour. Sa rapporteure, qui est une LRM et qui, elle, avait beaucoup de mal pour s'exprimer contre le gouvernement, néanmoins, a eu le courage, et je la félicite, de dire, et en plus, quand les Français s'apercevront que les éoliennes ne leur ont pas économisé de CO2, c'est toute la justification actuelle, ils se révolteront. Rapporteurs de la commission parlementaire. Et, de la majorité présidentielle. Oui, de la majorité. Alors on se dit, écoutez, et le président a hésité. En janvier, il était à Dax, et il a dit oui, je pense les Français, etc., l'éolien terrestre. Et 2 mois après, sa ministre Elisabeth Borne signe exactement l'inverse. On peut se poser aussi la question. Alors ma question, c'était la suivante. Pourquoi? Du reste,
été interrogé par le directeur des publications du Monde, ou le chef de publication, et franchement, je pensais que... Je me dis, Macron, le président de la République, est intelligent. Il va avoir le courage, un petit peu comme... J'aime pas le terme gaullien, mais on s'est trompé. Et on va essayer de corriger, de façon à arrêter ce programme fou. Vous êtes optimiste. Et aux surprises, il fait exactement l'inverse avec ça. Ce programme, Jean-Luc Buttret, aujourd'hui... La filière éolienne revendique 18 000 emplois en France. Si j'ai bien compris, vous êtes pour le zéro éolienne. Qu'est-ce que vous feriez de ces 18 000 emplois? D'abord, ce qui m'amuse, c'est que leur chiffre se réduit comme peau de chagrin depuis un bout de temps. C'est assez curieux parce qu'au moment du Grenelle, c'était beaucoup plus. Et au départ, c'était 100 000 emplois. Donc si on continue comme ça va être... Ensuite, quand on regarde les différentes publications, l'usine de mâts qu'ils avaient montée du côté de Péronne, ou je ne sais plus où, enfin d'Amiens, je crois, oui. Vient de fermer ou va fermer. Licenciement. Le deuxième... Donc on ne fabrique pas d'éoliennes en France, on les importe toutes d'Allemagne. D'Allemagne, d'Espagne aussi un peu, oui, et de Chine. Et de Chine, bien sûr. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que on dit on crée d'emplois, c'est quoi? C'est des prospecteurs. C'est des gens ensuite... Des VRP. C'est normal, là, je veux dire. Ils font leur métier et je les défends. Mais tout ça, c'est pas de l'emploi industriel de base solide à terme où on va créer une grande structure et ensuite exporter. On est en train de... Alors, on fait des petits bouts. Ah ben oui, non, c'est pas sérieux. Mais parce que nous sommes dans une logique de rente, avec des prix administrés qui ne sont pas des prix de marché, et finalement, il y a un effet d'aubaine pour ces industriels. C'est une chasse à l'or. C'est une chasse à l'or, et actuellement, vous avez des centaines de sociétés avec différents types. Vous avez la société, un de mes amis dit Presse Citron, qui consiste à obtenir des permis de construire, et dès que vous l'avez, vous revendez. C'est-à-dire que c'est uniquement de la chasse à l'or pour avoir des permis de construire. Il y en a d'autres qui exploitent. Enfin, vous avez différents systèmes, mais c'est une chasse à l'or aux subventions. Pour ce qui est de l'éolienne, les tenants, encore une fois, de ce système estiment que ça permet de diversifier nos sources d'approvisionnement en électricité et que ça permet également de garantir une stabilité face à l'instabilité des prix du pétrole. Non, je vous dis, depuis le début, c'est une affaire d'argent. Alors, ceux qui défendent leur gâteau, c'est normal. Ce gros système industriel, il a des syndicats puissants, il est prêt à payer n'importe quoi. Il vous paie des pages complètes dans les journaux, il vous paie des reportages sur les grandes chaînes, il vous dit que tout est merveilleux. C'est Alice au Pays des Merveilles, mais c'est du marketing. Oui. Et c'est normal, ils font leur boulot, hein. Et tous les bons arguments. Alors on vous dit qu'on crée de l'emploi, on vous dit que c'est un mix énergétique, on vous dit que c'est un petit moulin, on vous dit que ça... La dernière est pas mal dans le genre. C'est-à-dire qu'actuellement, on met une éolienne à 500 ou 700 mètres de chez quelqu'un, ben non, ça ne crée pas de nuisance, il ne sera pas indemnisé un jour, parce que l'éolienne... Alors, je demande simplement que tous ces gens qui prospectent, tous ces gens qui sont présidents de ces sociétés, achètent une maison et vivent dans cette maison à 700 mètres d'une éolienne de 235 mètres, et ils verront ce que c'est. Ce sera la pire des punitions. Hein. Une seconde pause, et nous allons évoquer alors une question qui me paraît très sous-jacente à votre propos de cette deuxième partie. On a bien compris qu'il y avait des intérêts derrière tout cela, des puissances même, que, vous l'avez dit, l'État a été pénétré par les lobbyistes du vent, mais la presse et vous-même, dans un certain nombre de documents, faites état d'une pas de mafia qui s'intéresserait à la chose. Et il y a quand même un risque de corruption. C'est ce que nous allons essayer de traiter dans la troisième partie. Alors, Jean-Louis Buttret, sans tomber dans le complotisme, il y a quand même des intérêts derrière tout cela qui ne sont pas toujours très clairs, ni même très, disons, honnêtes. Un exemple très basique. Bon,
un petit maire agriculteur va se trouver en logique de conflit d'intérêts, puisque prospecté par les VRP en question, il va s'emparer de terrains agricoles qu'il va acheter pour pouvoir y installer des éoliennes. Bon, ça, c'est le côté petite besogne locale. Mais c'est déjà un conflit d'intérêts, parce qu'on peut lui reprocher, évidemment, d'avoir procédé à une forme de délit d'initié, en quelque sorte. Hein, vous voyez, comme en bourse. Donc, il y a de la corruption. Monsieur le député du Finistère, monsieur Le Fur, l'ancien ministre Dominique Bussereau, ont été de ceux qui ont protesté contre cela. On ne peut pas les accuser d'être complotistes, que je sache. Alors je crois qu'il faut éclairer nos téléspectateurs sur tout cela. Il y a deux types de, entre parenthèses, corruption. C'est d'abord ce que vous avez cité, c'est la prise illégale d'intérêt. Un conseil municipal. Dans le conseil municipal, vous avez le maire ou ses adjoints qui possèdent des terrains et qui votent pour eux pour un parc éolien. C'est punissable de 5 ans de prison, c'est pas ce qu'ils ont, mais et sachez que la Fédération Environnement Durable, avec des spécialistes juridiques, ont établi des processus de façon à tout ce que les personnes qui ont été alertées de ce genre de choses, dans les petites municipalités notamment, puissent déposer plainte. Et sachez qu'il y a un certain nombre d'élus municipaux et de maires qui sont actuellement poursuivis. Certains ont été condamnés sur toute la France parce que c'est une pratique, j'allais dire, relativement... les promoteurs avaient même essayé, par un amendement, d'exclure l'éolien des prises illégales d'intérêt. À 2 h du matin, ça a été quand même corrigé par l'ensemble des députés il y a fort longtemps, mais qui estimaient que c'était pas bien, c'était pas très moral. C'était énorme. C'était énorme. Mais ils avaient essayé quand même. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est qu'on brase des sommes d'argent colossales. Quand on met un parc éolien, une éolienne, ça vaut 3 millions d'euros pièce, vous en mettez 10, c'est 30 millions d'euros, il faut trouver l'argent. Ça marche tout pratiquement sur emprunt, à part quelques grands groupes qui ne procèdent pas comme ça. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous avez ce contrat EDF, vous trouvez de l'argent, et cet argent, d'où vient-il? Et on peut vraiment se poser la question d'analyse de tous ces flux financiers. C'est des milliards et des milliards d'euros. Et ça, malheureusement, j'allais dire, malgré les demandes de la Fédération Environnement Durable, on ne peut pas dire qu'on a été très écoutés par les parlementaires qui n'ont pas mené de commission d'enquête sur les flux financiers. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu des dérives majeures dans certains pays, l'Italie notamment, qui a condamné, il y a quelques années, le syndicat des énergies italiennes, parce que c'était la mafia, la Camorra, qui blanchissait son argent, carrément. En Sicile notamment, mais en Italie aussi. Normal. Vous avez... moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a 3 jours, le député, donc Marc Le Fur, a dit publiquement, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale, et on peut écouter de son enregistrement, en disant la société qui veut construire le parc à Saint-Brieuc. Oui, dans la baie de Saint-Brieuc. À la baie de Saint-Brieuc, c'est un vrai scandale. Hein. C'est un vrai scandale écologique. Néanmoins, Iberdrola, je peux le citer parce que je cite le député, hein, je ne me permettrais pas d'accuser une grande société s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait l'enquête comme un député. C'est de l'argent de la mafia. Alors attention, c'est pas une petite société qui l'attaque, c'est une société qui non seulement veut mettre des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, mais c'est une société, un des grands leaders de l'éolien terrestre. Alors si il y a des doutes sur ce genre de mouvement financier, attention, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter là. Et moi je demande qu'il y ait une enquête parlementaire et une enquête policière. Parce que quand on dit ça, l'argent de la mafia, attention, l'argent de la mafia, c'est l'argent du crime, de la prostitution. Alors si l'écologie accepte, ou certains écologistes acceptent de traiter ça, je pense qu'on va vers une société bananière et que c'est vraiment pas du tout le but, en tous les cas, de la France. En tout cas, la Fédération Environnement Durable fera tout ce qu'il faut pour essayer d'éclaircir, essayer de voir s'il y a ou non des circuits qui semblent douteux. Et on a des experts qui actuellement, bien sûr, suivent toutes ces sociétés qui se montent
Et j'avoue que parfois, on est un petit peu surpris de l'opacité. Donc on demande simplement... Regardez, il y a des Tracfin, c'est le travail Interpol, c'est le boulot d'Interpol. Oui. S'il y a vraiment de l'argent mafieux qui circule dans l'éolien, essayons de le savoir. Mais vous savez qu'en France, par exemple, un petit artisan, on va lui interdire de payer en cash ou d'être payé en cash au nom, justement, du risque de blanchiment. Et on va laisser blanchir des sommes considérables. Ici, c'est colossal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand on parle de 90 milliards d'euros... C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est un boulevard. S'il y a des gens, si on laisse introduire des gens qui sont là pour blanchir de l'argent... Alors, il y a le trafic d'armes. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi pas les attentats? N'importe quoi. Le député Marc Le Fur cite la société Iberdrola. Oui. Alors, moi, je suis allé chercher un petit peu du côté d'Iberdrola, et j'ai vu que le siège était en Espagne, sauf erreur. C'est une société espagnole. C'est une grande société. C'est l'EDF. C'est l'EDF espagnol. Ouais, espagnol, oui. Et c'est pour ça que c'est pas une accusation, je m'excuse de dire ça, oui. Bénigne. Oui. C'est comme si on disait, moi je sais pas, un député espagnol disait EDF, c'est une société liée à la mafia. C'est exactement la même chose. C'est gravissime. Personnellement, je vous dis, je trouve cette déclaration gravissime et j'espère qu'il y aura un éclaircissement. Et je pense sincèrement qu'il a dû... C'est des paroles qui ont dû dépasser ces analyses, mais ça mérite quand même d'aller voir. Parce que Iberdrola, contacte les particuliers. Il vient leur proposer... C'est l'EDF. Il va proposer, c'est un concurrent d'EDF. Voilà. Et il leur propose même des tarifs en dessous de ses concurrents. Par exemple, Total, Engie, tous ces opérateurs proposent moins 10% à peu près. Attendez, on est en train de déstructurer le marché français d'électricité. On est en train de le détruire. Alors, bien sûr, j'avais écrit un article il y a 3 ans dans la revue Capital, comment les énergies renouvelables vont conduire EDF à la faillite. Il faut savoir que EDF, quand même, action est à 80 €. Oui. Il y a une quinzaine d'années, elle est à 8 € ou 9 €. Ça monte un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la dégringolade. Le système français électrique est en train de s'écrouler. Parce qu'on le mine de l'intérieur, et EDF y contribue, parce qu'il y a une filiale qui le fait. On a une filiale d'EDF qui passe son temps à critiquer, à détruire sa maison mère. Enfin bon, ça c'est un autre truc. Et vous avez en plus une loi qui a été votée qui oblige EDF à vendre 25% de sa production à ses concurrents, à un prix de braderie, 40 € aussi. Et c'est ce qui permet aux concurrents, de revendre et de prendre ses clients. Ah oui. C'est génial comme système. Fou. Ah non, mais puis EDF par c'est des millions de clients qui vont perdre. Et en plus de dire que c'est de l'électricité verte. Parce que c'est leur discours. En effet. Alors si en plus ils blanchissent de l'argent avec, chapeau. C'est un système complètement pourri. Parce qu'on n'entend parler que d'électricité verte. On voit des firmes qui vous disent c'est 100% d'électricité verte. Mais attendez... Un électron, il n'est pas vert, il n'est pas bleu, c'est un électron. Une partie vient des centrales nucléaires, j'y peux rien, françaises. Oui, c'est un brave électron, il se balade d'un bout à l'autre du réseau, et puis c'est tout. Hein. Mais une centrale nucléaire, c'est vert, c'est décarboné. Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer là-dessus, mais oui, parce que c'est pas le sujet. C'est pas notre combat. Mais franchement, c'est un système totalement vicieux, basé sur des énergies renouvelables subventionnées, avec de l'argent on ne sait pas où. Oui. EDF est obligé de l'acheter, est obligé de vendre son électricité, sa bonne, qui est stable, à un prix de braderie, qui vient leur concurrencer. Mais on est chez les fous. Hein, D'ailleurs, le contribuable a dû renflouer EDF de 3 milliards d'euros en 2017. Jean-Louis Buttré, je voulais vous poser cette question. Vous disiez que tout ce mouvement éolien était né avec Yves Cochet au début des années 2000. Yves Cochet, qui, si mes souvenirs sont bons, était ministre de l'écologie du gouvernement Jospin. Je suppose que Yves Cochet n'était que l'exécutant de tout ce plan. Qui avait-il au-dessus de lui cette idéologie éolienne ?
Non, je pense que c'est le grand mouvement, ce qui a commencé des Verts, si vous aimez mieux. Et Yves Cochet leur présentait, la preuve, c'est qu'il... Mais c'est devenu un symbole. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils cherchaient un symbole. L'éolien, ah ben c'est pur, c'est le vent. L'éolien, c'est vraiment... C'est jeune. Donc, Alice au pays des merveilles. Donc, les écologistes sont partis avec un étendard. Et aujourd'hui... La seule raison pour laquelle le président de la République continue l'éolien et ne veut pas attaquer ce domaine, c'est que ça lui ferait perdre des voix aux élections vertes. Et c'est un scandale, pour moi, absolu. Parce que, où on défend l'intérêt de la France, et là je m'adresse au président de la République, on défend l'intérêt de la France, et les prochaines présidentielles n'ont pas d'importance. Dans le domaine de l'énergie, c'est des plans à long terme. Et surtout, on ne tombe pas dans les mains de lobby. Et on n'intéresse pas les sociétés à ce genre de choses. Et à ce moment-là, il y a un autre plan pour la France. Il y a d'autres plans pour la France. On voit bien que c'est quelque chose qui détruit notre système électrique, comme je vous ai expliqué. Donc j'espère encore... Alors nous allons donner en conclusion un message d'espoir à nos téléspectateurs. Bien sûr. Parce que nos paysages sont massacrés. Notre patrimoine est atteint par d'autres biais, mais aussi par celui-ci. Or, je crois, vous pourrez me le confirmer, nous le confirmer, que l'adhésion à l'anti-éolien devient de plus en plus forte. Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis très inquiet. Parce que tous les jours... On reçoit maintenant des appuis, des gens qui nous appellent, et c'est la France rurale. Et je m'aperçois, parce que j'habite aussi dans le Poitou, dans une maison de mes grands-parents qui étaient instituteurs, donc c'est vraiment avec des gens de base, je m'aperçois qu'il y a une fracture, un fossé entre cette France rurale et la France d'en haut. Alors ils les appellent les bobos verts, etc. Mais attention, parce que j'étais par exemple à Bordeaux, 165 associations qui font une conférence de presse, 4 pages dans le Figaro, je m'excuse, 34 articles de journaux, etc. Des gens qui n'en peuvent plus. Ils ne veulent pas d'éoliennes. Il y en a même qui sont prêts à prendre leur fusil. C'est tous les chasseurs. Donc, les chasseurs avec nous. J'y peux rien. Les gens qui... Je vous dis, et ce sont des gens qui, comment dire, n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire que ça va cristalliser les mécontentements. Et je dirais, pour ceux qui font de la politique en haut, attention, monte actuellement une espèce de mouvement de... J'aime pas le mot... C'est froid comme colère. C'est de la colère froide. Des gens qui n'ont plus rien à perdre. Oui, c'est ça. C'est pour la première fois, moi j'entends dans des réunions publiques avec des maires, 15 maires devant, etc. On était à Châteauroux, des gens qui se lèvent et disent il faut faire sauter les éoliennes. C'est pas la première fois que je l'entends, mais là, ça prend de l'ampleur. Alors bien sûr, nous, on est légalistes, on est vraiment, c'est hors de question. Après les radars, ça va être les éoliennes. Non. Je dis attention, attention. Oui. Je l'ai dit à la commission parlementaire, on risque à un moment donné, et brutalement, ça viendra brutalement, que des gens qui n'ont plus rien à perdre disjonctent et fassent quelque chose. Oui, mais c'est tout à fait parallèle et au à ce qui s'est passé lieu de pour les radars, aider, on enlève toute leur protection, les lois. Oui. Encore, on vient de massacrer les lois, le Parlement, pour protéger les gens. On leur enlève toute leur protection. On leur enlève les tribunaux administratifs, on leur enlève le temps de lire les dossiers, on leur enlève maintenant, le préfet peut signer pratiquement sans enquête et tout, mais on n'est plus en démocratie. Donc ils le sentent. Eh bien, merci Jean-Louis Butret pour cette conclusion qui est tout à fait le reflet de ce que nous vivons à l'échelle de toute la France et pour d'autres problèmes que celui de l'éolien. Et c'est tout à fait significatif, Pierre, n'est-ce pas, de voir cette similitude, ce parallélisme et cette fracture profonde entre les deux France, à l'occasion d'un dossier qui est pourtant à l'origine technique et qu'on aurait pu traiter de façon je crois beaucoup un jour au retournement du bon sens des gens. Ils ne peuvent pas continuer à être baladés comme ça, avec autant de mensonges, c'est pas possible. Alors il faut donner les coordonnées de la Fédération Environnement Durable. Je pense que le mieux c'est l'adresse net. Oui, donc contact environnement durable en un seul mot, .net. Très bien.
et même pour la European Platform Against Wind C'est Farms. pareil, ça viendra. Ça vient directement, vous l'avez sur le site. Oui, ça sera coordonné. Merci beaucoup Jean-Louis Buitré pour ce travail que vous faites. C'est gentil. Merci au nom Merci de de nos m'avoir invité, bon courage. téléspectateurs et de nos concitoyens Oui. de la France profonde et des périphéries ou des territoires, comme l'on dit aujourd'hui. Merci Jean-Louis Buitré, merci Pierre. Merci Olivier, merci beaucoup. Et à très bientôt, chers téléspectateurs.